a game that is anti-genocide at the moment would be really hard to fund, but it's not that hard to make. It's really hard to fund a lot of things that are easy to make. We make these small things because we have a lot of things we've been trying to make. By keeping them small, we get to do a lot of them. It's less about how polished or good something looks, but more about the consistency within your methods. For me, it's also not important to be perfect, I want to have this kind of flexibility to also make mistakes. Je suis tombé complètement amoureux du processus créatif des jeux vidéo, notamment du fait qu'on puisse être surpris par sa propre création. Quand l'erreur informatique devient intéressante, inspirante. C'est notre installation qui a le mieux marché, qui, quand on l'a présentée, était vraiment un prototype un petit peu bancal. Et donc, on a itéré dessus. My entire time doing games, it's always been alternative, small, but there's this little bias towards that, and it kind of invalidates your work. Large corporations like Unity or even Adobe with what they did with Flash get to pull the plug on so much beautiful work and history. The main thing I took away from that is don't ever let your skills get entirely stuck onto one platform. I like to let stories kind of determine what technology I use. There are thousands of free tools that are more unique, tools that are empowering. Steam will categorically refuse to platform certain stuff. The automation closes what people can access. These pressures make that a lot of people try the same thing, and then all of us kind of fail. The next generation of game developers kind of doesn't understand what we used to have, or the freedom that we have to preserve. I was talking to a developer from Nigeria the other day. He can't sign up to Steam. Games are not easy to make in most places on Earth. We invited artists from 60 different countries. Le projet, c'était d'avoir une game jam qui se passerait entre 3 pays. I am pretty excited to just share with people back in Mexico, what's the feeling around here. We have Amaze, but I can tell you globally, people are jealous of Amaze. Places like Amaze is so important because it opens up also who is a game developer. La simple existence d'un festival, en fait, il n'y en a pas non plus, je pense, tant que ça. C'était pas un truc de Paris Games Week. A lot of events died because of COVID, but I think it's going to happen again. We are trying to bring art, games, films, music, all kind of disciplines together. Art, experimental games, playful media and other dope shit. Artists, scientists, researchers are collaborating. Des gens qui font de la musique, des gens qui font des visuels, des gens comme moi qui font des installations, d'autres qui font des choses qu'on a encore du mal à nommer. We wanted to show these small weird games to people who otherwise would never encounter these weird games. On bosse aussi quand même pas mal avec des lieux culturels, des lieux socio-culturels. The art world is shaped by communities. It's shaped by groups of people who come together and are inspired by each other. Finding my community is what saved me. People have been taught to isolate themselves. Our role is bringing people together. We decided to do it collectively. Video games in general are very capable of being collaborative. No one can do everything well. You can survive alone, but you can thrive through community. Picture this. I picture the exact opposite of that. A lot of indies are starting to understand that the system as it's built now is never going to work for them. Everyone knows what's going on in the industry and how fucked that is. A lot of co-ops are founded by people who have been sexually harassed out of the industry or bullied out of the industry, and then they're building their own industry. I think it's going to happen. I think it's inevitable in a both ominous and hopeful way. Making Amaze was not to be another games convention thing, not another industry event. It's important to make this crossover between arts and games. And I think there's so many connection points, and these connection points we are trying to find each other, and that something good is happening. Because I think both worlds can learn from each other, and they're fitting perfectly together. I studied sculpture. What we can learn from improv theater to encourage a positive environment for players. J'ai fait une école d'anime qui s'appelle MK à Angoulême et j'ai travaillé, ma première boîte c'est Ankama, j'ai travaillé 10 ans chez Ankama en tant qu'animateur sur la série Wakfu pour commencer. Academically, I studied geology, which I think made me look closely at structure and variations, patterns within the earth, learning to spot similar textures both in small and in large
scales. When I first decided to leave my music world and wanted to make experimental video games, I didn't know about games and I didn't know how to program. I didn't know anything. And so I asked a friend who was in music, I said, what is the Weird Canada was my music thing. What is the Weird Canada equivalent in games? And they said, Amaze. You should look up Amaze. And so I moved to Berlin and I contacted Torsten. And it was hard to reach Torsten. I'm going to say it was very hard. I tried on multiple platforms. But then eventually we sat down for a coffee and at the end he offered me a job doing logistics and experience design for Amaze. I came here not knowing really much about the scene. I started playing the games to help curate them or decide what would be here and also like learning about games at the same time. So for me, it's a very strange path to have this be my first entry into games as an adult. Alt controllers and the strange world of punk games and sexy games. And after that, I made games pretty quickly and I got lucky. I got to tour around the world with them. And I think Amaze is special because I remember it in this way, but also because it just is special. Yeah, I think Amaze brings people together in an interesting way. There's a lot of curiosity and kindness here. Yeah, there was always the goal to bring cultural people or people from the arts to the Amaze Festival. And it took a while. We have dance happening here now and we have performances and we are connecting always with the music scene. It's growing, really. The interest is growing and I'm super happy to be in this position now with this festival. Dans les événements qui discutent de développement de jeux vidéo, généralement, il n'y a que les gens qui développent déjà qui ont le droit de rentrer. Et même pour les gens qui développent mais qui ont des choses un peu différentes à raconter, le sujet doit toujours rester le jeu vidéo. On se retrouve donc entre gamers fans de gaming et on discute de si les jeux From Software sont suffisamment durs ou pas. Le résultat, c'est qu'on peut finalement assez vite se refermer sur nous-mêmes et se retrouver bloqué sur un nombre très limité de conversations. Le fait que Amaze essaye activement de mettre en avant des artistes venant de domaines différents, ça n'a pas pour but cette vieille obsession de légitimer et d'institutionnaliser le jeu vidéo en le comparant aux autres arts. Ça, on s'en bat les couilles. Non, ce que ça permet, c'est de faire un pas de côté hors de l'industrie, pour faire circuler des idées, créer des objets qui ne correspondent aux normes d'aucun domaine, faciliter des collabs, et donner naissance à des vocations. Si Mary Flanagan ne s'était pas lancée dans le jeu vidéo, elle n'aurait pas participé à concevoir la Toronto Games Week ou la Game Arts International Assembly, elle n'aurait pas rassemblé les témoignages d'autres développeurs dans ce zine incroyable sur les scopes et les syndicats qui a tourné partout à la GDC et a probablement joué un rôle dans la vague d'adhésion que les syndicats américains connaissent en ce moment, et disons-le simplement, ce petit monde n'aurait pas le même visage aujourd'hui. Et on pourrait dire la même chose de tout un tas de gens qui sont arrivés d'autres domaines et ont apporté avec eux des idées et des outils qui nous manquaient. Like I studied sculpture and you kind of get taught like the pedestal and how you present something is part of the thing that you're presenting. Like if you look at like Isamu Noguchi's work and it's very like, oh, which part is the pedestal and which is the thing? And there kind of isn't a difference. So it's like when you're putting forth a game and you've got this really involved like software and then you're just showing it on like a Republic of Gamers laptop. It's a little bit like, this sort of like takes out some of the context that this is capable of, and so we kind of want to build controllers that will really like stick the landing of like, this is what we want the experience of this game to be, and we're extending that out into the physical space, like with a piece of hardware that will really like complement the thing that we've started within the computer. I've worked with multiple designers who have a background in theater, and I found that to be so fascinating since theater is a creative platform for telling stories, just like games are. Then there's improv theater, which doesn't give actors a script to follow, but relies on their imagination while they perform. And this sounds very similar to players co-creating in games. I think the entire history that led us to where we are making games right now is absolutely rich with ideas and transferable things. Games pulls a lot of these things in together in a really interesting way. So I think there are things that are totally new, but I think we have this incredibly rich history in so many different disciplines. The arts like theater, film, painting, poetry. I love people who think about game poems, like tiny fragments. I think there's a richness, and it's sad when we don't find it, but it's also exciting. It means that there's this treasure trove of things. We're gonna dig in and we're gonna find it. If not now, then later. Bref, c'est un truc dont je parle tout le temps, mais
rapprocher le jeu vidéo de l'installation artistique. Tout l'intérêt d'un jeu ou d'une pièce. En littérature, les compositeurs du XXe siècle. le cinéma expérimental, l'artisanat, mais c'est de Proust que je vais vous parler aujourd'hui. Et je suis vraiment convaincu que plus on maintient ces liens actifs, mieux les différents milieux se porteront. En fait, à partir du moment où on arrête de raisonner en termes d'industrie, pour raisonner seulement en termes de création, la frontière entre les médias, elle ne nous limite plus du tout. On s'aperçoit qu'elle est davantage fondée sur des habitudes de consommation que sur des différences de nature. Et qu'énormément de médias, au final, peuvent tout à fait se rencontrer. We get also a lot of submissions now from the playful media field and also from performing arts. So more and more stuff is coming in. Yeah, I also think people reaching out more from other festivals that are not necessarily games festivals, but VR is also taking also an immersive theater and all of that, and they also come to Amaze and to see what's out there, and we go there. So it's really nice to be able to have these crossovers. Moi, je crée du coup des objets hybrides qui sont des conférences jeux, des conférences dont vous êtes le héros, qui sont des mélanges qui empruntent un peu au spectacle vivant. Et du coup, sur ces confs, on va avoir une petite histoire, souvent un peu loufoque, absurde, où du coup on va inviter les gens à participer à cette histoire et à participer donc, de manière active, de manière ludique, et donc on va emprunter à des mécaniques de RPG, voire de point and click avec des petits énigmes un petit peu absurdes, avec aussi donc, des choix, donc des empêchements, donc c'est non linéaire. Donc c'est inspiré, moi je me suis inspiré de confs vus à Amaze aussi, notamment une personne qui je crois est chère en termes de création, Anna Littling, qui a participé au narrative design de Mutazione. Je l'avais vue en fait en conf où elle avait fait un truc assez théâtral dans sa conf à Amaze, et elle avait utilisé donc l'outil Twine pour faire une sorte de jeu documentaire où du coup elle interviewait différentes personnes d'un quartier de Londres et où on était juste invité pendant le jeu à explorer cet espace, et ça m'avait pas mal inspiré pour les confs. Sur les modèles un peu similaires, en ce moment il y a les Playformance, c'est géré par un collectif qui s'appelle Sous les Néons, et généralement la personne, qui n'est pas forcément une personne issue du jeu vidéo, présente un jeu et tisse en fait un discours en jouant autour du jeu. Antoine a raison. Je suis très fan du travail d'Anna Nicklin et j'aurais adoré pouvoir lui poser des questions sur le rapport entre jeux vidéo et théâtre. Je lui ai écrit avant de venir à l'Amaze, mais cette année, elle n'a pas pu venir. Du coup, à la place, j'ai posé à Grace Bruckner des questions sur la bijouterie. Recently, you also talked about learning gem cutting, and you made little frog detective rings. And yeah, are you learning new crafts in a non-professional way, for fun? Yeah, it's been a major part of this whole thing is that I forgot to mention because I'm stupid, but I make jewelry now. I just spend most of my time just carving wax and then making it into silver pieces. I did a frog detective collection that went really well, which was nice. I don't actually cut gems, but the night is young. I've been told not to buy a mine. Anyway, yeah, that's my life now. Et oui, c'est le seul risque, laisser ouvertes des portes vers les autres arts. De temps en temps, il y a quelqu'un qui va se rendre compte que fabriquer des bijoux Frog Detective est beaucoup plus marrant que de fabriquer des jeux vidéo. Tant pis pour nous. C'est un sacrifice acceptable, parce que je sais qu'on trouvera autre chose. I think in a way, the best thing that is happening to games is more people making weird stuff. Plus de gens qui développent des trucs bizarres, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que les remplaçants de Grace Bruckner arrivent à grands pas, et qu'il faut les accueillir comme il se doit. Tout d'abord, en leur montrant que faire du jeu vidéo peut être intéressant, et ensuite en leur filant les commandes. So this is actually something that has been a recent interest of mine. The stuff I'm looking at recently is I'm building experiences for audiences beyond games. So I'm working currently on projects for sensory rooms for young people with disabilities, and I'm also doing that in care homes for the elderly. Those are the two audiences that I'm interested in engaging and designing for. Cet homme, dont la chemise se déboutonne toute seule, c'est Alex Johansson, qui fait partie de l'orga de Amaze Sheffield.
Previously, when I've run workshops, I've had elderly individuals come over. One of my favorite interactions in the past, I had a projection mapped installation on the side of a building in a place called King's Lynn. It was a 2-player game, and in that situation I had a young girl who was about 4, I think had her first experience playing video games for the first time, and the other player was the mayor of the town, who was her granddad, and he'd never played video games before, so he got to have his like first experience together with his granddaughter, this like intergenerational thing, and like I don't know, that's just so I like really treasure those like stories and memories. J'adore la manière dont Alex fait le lien entre les enfants et les vieux, et ce que toutes ces personnes ont à nous apprendre sur le développement de jeux vidéo. Il y a 3 ans, j'ai bricolé un jeu très court avec mes petits frères, 4 ans et 9 ans. C'était un cache-cache dans lequel on pouvait prendre la forme de n'importe quel élément du décor. Et donc forcément, ça s'appelait Super Cache-Cache. So that is pretty much explicitly my core driving goal at this point. Approachable design using common interfaces. And yeah, like for example, what I have here, which is a pinball launcher made out of a walking stick. So as you can see, you pull this back here and then let go to launch. And if you take a quick look inside, it's literally just like an arcade button with a spring. You just pull it back and launch. And like I've been using that for the golf game. So with the golf game, all the experiences have been designed as LED strips. The reason I'm using that medium is because it keeps scope really, really small. And I think our industry is in like an existential state where we have to drop the scope. And the easiest way that we can do that is by catering to audiences beyond games. And that's really my kind of driving force of what I'm trying to do. Yeah. Le problème du scope, c'est ce par quoi on a commencé cette vidéo. C'est un peu le souci qui nous empêche de régler un certain nombre d'autres soucis. Et la solution proposée par Alex a été une surprise pour moi. Mais effectivement, même à l'échelle de l'industrie, ça semble faire sens. De Wii Sport à Roblox, les jeux qui se sont adressés à de nouveaux publics, que ce soit les vieux ou les enfants, ont régulièrement réussi à réduire leur scope et leur niveau de polish, tout en devenant hyper populaires et en ouvrant de nouvelles portes. Et dans les deux cas, ces nouveaux publics sont très vite devenus vraiment très impliqués. Les gamers ont souvent tendance à imaginer une barrière entre eux et les autres. En réalité, c'est juste une barrière entre les gens qui ont déjà trouvé leur niche et ceux qui attendent le prochain Wii Sport pour devenir soudainement de gigantesques nerds. One of my formative experiences when it came to coming into games was I managed to blag a job at a summer camp in upstate New York, running workshops with kids from 7 to 17 over 3 or 4 months of the summer. I eventually learned how to build games. And I think by the end of it, I'd had 500 kids build games through that 3-week incubator project. And it was great. It was so much fun. The thing that I, by far, find the most compelling is running workshops for games with people completely disconnected from games, because there's so much ingrained knowledge of genre and things, and by working with people who have no grasp of the medium, they come up with really interesting stuff. Like asking someone who's never seen a film to make a film, what are they going to make? And that just fascinates me. If one of the issues is that we have to exist on Steam just because that's where people are, one potential solution is just to get people in other places, and that means to get people who haven't been playing games yet to start playing games. My mom plays games. She started playing games about 6-7 years ago now, and I learned so much from watching mom play games, because she was 60-something when she started playing. And it's really easy to forget if you've been playing games all your life that you really get trained by games to see certain things in certain ways. And my mom took 2.5 years to learn dual stick controllers, right? Just to figure out how the stick actually works and to make it feel somewhat natural. But the thing that really got to me is that early on, in the first game she played, Final Fantasy, there's a moment where you meet the antagonist. And she goes down, okay, so I got to call the key and I ran into this guy and he's in all black, which Arden wears all black. I'm like, okay. She's like, yeah, and I walked up to him, and so I talked to him, I'm like, and she's like, and then he just went do you want to buy guns? I'm like, what? She's like, you want to buy guns? And I'm like, but he doesn't, so I boot up the game, and I walk to Golden Key, and on the corner, before you meet Arden, is a shopkeeper. And he's wearing all black. You walk up to him, and he goes, potions, guns, swords. But my mom runs into this guy, and this guy goes guns? And my mom, as a normal human, looks at that and goes, oh, fuck no.
that I don't think we're necessarily aware of. That also makes me very interested in what people that don't have that language make when the tools get more accessible. Une fois de plus, Rami met le doigt sur quelque chose. Ça fait un moment qu'on parle de ramener vers le développement de JV des personnes qui le connaissent peu. Pourquoi ? Parce que nos jeux, qui s'inspirent de jeux, ils reprennent une grammaire qui se construit depuis des décennies pour devenir de plus en plus complexe et spécialisée. Quand on a l'habitude de jouer beaucoup, on ne la voit même plus. Elle est implicite. On ne remet jamais en question ses principes. Pour les profanes, par contre, même un jeu qui nous semblait enfantin peut être complètement imbitable. Parce que cette grammaire n'est pas partagée, elle n'est pas naturelle. Ces gens ne la connaissent pas parce qu'ils étaient occupés à faire autre chose que game. Faire des jeux à des personnes qui n'ont pas appris cette grammaire, c'est voir apparaître d'autres grammaires. C'est se rendre compte que ce qu'on prenait pour acquis peut être abordé différemment. Qu'on s'est forcé depuis toujours à faire un choix qu'on pensait obligatoire, et que là où 100 possibilités différentes existaient, on avait toujours opté pour la même. S'apercevoir qu'on parlait depuis toujours un langage beaucoup plus compliqué qu'on le croyait, c'est aussi le moyen de se mettre à parler un langage plus simple, qui sera donc accessible à beaucoup plus de gens. Actually, this is something I think about a bunch because Downpour is explicitly designed for people who don't write code. Like if you can write code and if you're comfortable making web pages, then making the kinds of things you can make in Downpour is really simple. You can do that. You don't need Downpour, but you might choose to use it because it means that you can make stuff without having to think about code. And I think that that's a large proportion of the people who are developing games or working in the games industry, like are people who are less technical. And I think a really important thing that game engines do is allow those people to make, complicated, weird bits of software without having to understand how to code or without having to understand all of the complexities of coding. And I think solving that problem is a huge thing that an engine does. Et nos outils aussi, on continue de les simplifier. Comme V. Buckingham avec Downpour, on peut imaginer des manières de créer qui soient elles-mêmes ludiques. Se libérer un peu de la technique et s'autoriser à faire des choses plus spontanément. Se laisser surprendre par ce qu'on est en train de fabriquer. Redevenir amateur et se rappeler cette liberté dont le professionnel se prive. On en a déjà parlé, mais il reste encore plein de choses à en dire. Il existe un domaine du jeu vidéo dont la spécialité est d'oublier tout ce qu'on croyait savoir sur les jeux pour redécouvrir la liberté de les designer jusqu'à l'absurde. Comme si on créait le tout premier jeu vidéo de l'histoire et qu'on n'avait pas encore habitué les gens à un seul type de contrôle. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. One of the other things that I'm currently doing is I run alternative controller workshops where I get people from completely different backgrounds and marginalized groups to build their own interfaces. And the stuff that they come up with no grasp of the medium, is just incredible. An older lady who came to do the workshop, she'd never played video games before, and she was like, I want to build games control. And I'm like, hell yeah, let's do it. Let's make a games controller. She ended up laying out these 2 strips of tin foil, and then she pulled a coin out of her pocket. She attached the earth wire to the coin, and then she attached 2 inputs to the 2 strips of tape. And then she began to drag the coin between the 2 strips of foil, and it was really satisfying because it was a running game. So you had the kind of track and field 2 buttons that you were pushing. And I was like, damn, that's a really satisfying interface. Like, what inspired you to do it? And she was like, scratch cards. And I was like, damn, like it's such an intuitive interface to her. And the real light bulb moment for me with that was the idea that like, if that interface was intuitive to her, does that interface also have compatibility with other people within her demographic? And then that allows you to unlock like entire swathes of society that have never been catered to before for games. And it's just like, I just want to make this the rest of my career if possible. Traditional controllers are great, right? I feel like what we're doing, a lot of it is like exploring, like, is this thing, whatever it is, fun or playful? And sometimes the answer is no, right? Where a traditional controller, it's like, yes, that works really well. And so I'm glad that they work really well. And then it's nice to make something that it kind of explores, like, is there another way to interface with it and play with it? So, yeah. Not a fight. Yeah, I love alternative controller games, and like I think you're exactly right that they're very approachable for people who don't have like a games literacy built up yet around like controllers.
Quand j'ai monté Random Bazaar, j'étais un peu lassé des jeux un peu rétro. Et du coup, je trouvais que finalement, le contrôleur alternatif permettait d'innover justement dans ce truc très gamey, très rétro, notamment Line Wobbler, qui finalement est un jeu en réalité très classique, mais qui est présenté de manière extrêmement originale. Après, il reste la grande question, qu'est-ce qu'on rentre dans le contrôleur alternatif? Est-ce que la VR c'est le contrôleur alternatif? Est-ce que certaines installations interactives qui vont être qualifiées d'art contemporain, c'est du contrôleur alternatif? Il y a aussi ces questionnements-là. It's really cool to see and also to highlight the alternative controller community, because during COVID nobody could play these wonderful works, and we thought it's very important to show that there is a different alternative way to play games and to create games. Big applause for all the artists. Mais entrons un peu plus dans les détails. Parce que si vous avez jamais essayé un contrôleur alternatif, ça vous semble peut-être très abstrait. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement là-dedans? Eh bien, par exemple, en plus de Crashboard dont on a déjà parlé, vous avez Between, qui se joue à 2 et qui est le twister du futur. Waxwing, qui se joue comme un rail shooter, sauf qu'en fait, ce qu'on shoot, c'est des flammes vers lesquelles se dirige le papillon jouable. Less Than Horizons Cry, qui est à mi-chemin entre Electroplankton et un puzzle déposé sur Terre par une civilisation extraterrestre. Ou encore Non-Virtual Reality Games, qui est un ensemble de jeux VR se jouant sans casque. Genre on voit rien du tout, et on se fie seulement aux vibrations des manettes. Tout ça pour dire que c'est vraiment un des domaines de création les plus passionnants qui soit, et qu'on est à peine en train de le découvrir. Ce que je trouve le plus formidable avec ces choses-là, c'est qu'il n'y a pas que les résultats qui soient variés. Les processus aussi le sont. Yeah, I think most things we start with the object first. So we do a lot of phones. It's a lot of like taking normal objects and saying like, oh, how can we make a game out of that? So Danny Rankin, my collaborator, is over there. Say hi, Danny. Hey, Matt. There you go. He has spent a lot of work looking like, how can I make this phone work like a phone, but also like we rip completely the guts out and like rebuild it. So. Is it the same for you, Emily? I know that you, like now we see a skateboard, so that's, I can imagine this is the starting point. Actually, the skateboard wasn't the starting point. I wanted to literally surf into the cyberspace, so you do surfing with a surfboard. And I bought it. I tried it, started working on it, and then I realized I couldn't take it with me in the train. So I changed it to a skateboard so it could fit in my suitcase, and I could bring it last year to a maze where we exhibited first. Sometimes I have to think smaller than I want to, because I'm living in Paris in a small apartment, so I have to be smart about this. Hello, I'm Robin Baumgarten. I'm based here in Berlin. I make weird installation art and playful games. This is my newest experiment I made together with Philipp Helldorfer, and it's called Hyper Wobbler. So in this case, it's definitely an object. I mean, it was an object first before it was a game, right? So I saw this mirror object and said, oh, this would make a cool starting point for an interactive experience. Il faut se souvenir de ça parce que ces méthodes nous enseignent comment on peut modifier des choses qui existent déjà, notamment pour influencer leur évolution. Quand je demandais à Thorsten sa position sur l'IA, c'est ce qu'il me rétorquait. Maintenant qu'elle est là, il faut que les artistes arrivent à faire dévier son cap. So I think the experimental gaming scene has a lot of influence on how the technology is going further. I think it's important that we keep the control over the AI. By our artistic input, you know? We can't leave it to the big corporations, you know? Pour le coup, contrairement à Thorsten, je pense qu'il est un peu trop tard pour faire encore un usage sain de l'IA. Au départ, son utilisation en art rejoignait les autres formes d'art génératif, c'est-à-dire qu'elle permettait d'explorer une idée, une règle, un système, d'une manière qui soit relativement chaotique, c'est-à-dire imprévisible, c'est-à-dire expérimentale. L'intérêt, c'était le processus. C'est la seule chose qui puisse être intéressante quand on donne à une machine une tâche créative. La regarder faire. Les outils qu'on développe aujourd'hui sous le nom d'IA sont à l'opposé de ça. Ils sont utilisés pour obtenir un résultat au détriment du processus. En fait, ils servent à nier le processus, contourner les artistes, faire semblant qu'on n'est pas en train de piller le travail de ces gens dont on croit justement démontrer l'inutilité, et oublier l'intérêt même de l'acte créatif, c'est-à-dire révéler ce que les gens ont au plus profond de leur âme. Bref, je comprends que du point de vue des artistes contemporains qui ont fait un usage intéressant du machine learning depuis longtemps,
Le domaine est encore l'air d'être sauvable, mais je ne partage pas du tout cet optimisme. Et comme pour la question de la course aux performances dont on discutait plus tôt, on se retrouve une fois encore à dilapider des ressources naturelles qu'on n'a pas pour une activité qui n'apporte rien à qui que ce soit, et qui au contraire menace les rares choses qui rendent la vie humaine un peu intéressante. C'est tellement con que j'ai envie de péter mon crâne. Heureusement, les jeux expérimentaux vont justement nous permettre de faire l'inverse de cette gabegie, c'est-à-dire trouver une infinité de manières de réinventer le fun avec le peu de moyens qu'on a à disposition. Il reste un souci, un détail. Nous, on vient d'ouvrir tous nos chakras, on a connecté tous les arts, on a compris que tout le monde pouvait cuisiner. Game ou pas game, la question ne se pose plus du tout. On est prêt. Mais globalement, ni l'industrie, ni les institutions ne sont aussi ouvertes que le maze. Et globalement, travailler dans les marges, ça reste un exercice d'équilibriste très compliqué. Le problème des contrôleurs alternatifs, on va dire, c'est qu'on a un peu le cul entre deux chaises. On est à la fois du jeu vidéo, mais on ne peut pas être vendu comme du jeu vidéo sur Steam. Et on a un pied dans l'art numérique, mais on est quand même attaché à l'industrie du divertissement. Donc il faut en fait choisir les bons festivals d'art numérique, connaître les bonnes personnes pour se faire diffuser notamment. Et juste avoir les bons contacts également. Et notamment, c'est pour ça qu'on fait partie du Cookie Collectif qui fait aussi ses propres soirées et qu'on construit nous-mêmes. Je pense qu'il y en a de moins en moins, dans le sens où avant, il y avait des jams de contrôleurs alternatifs. Il y avait une grosse jam à Lille qui s'appelait la Zoo Machines, qui était exclusivement contrôleur alternatif. Il y avait l'équivalent de la Global Game Jam en contrôleur alternatif, où chaque ville pouvait utiliser le label Alt Control Game Jam et faire sa petite Game Jam contrôleur alternatif. Nous, ça nous est arrivé d'en faire avec une de mes arts, mais ça n'existe plus, la Alt Control Game Jam n'existe plus, la Zoo Machine n'existe plus. Donc finalement, il n'y a plus vraiment ces espaces de rencontre et de création pour faire du contrôleur alternatif. I think what we need to see is like people who are willing to like distribute these games. Because right now, like they do have this nice scene of being able to travel to different festivals and set up and tear down. But it's so much work for the creators to do that, to like travel with their stuff, to ship it around, to set it up, to tear it down. And there isn't really, as far as I know, any model for being able to sell these games like widely. And you know, we have physical arcades, most of which are dedicated to older games, but there are some that are interested in new experiences. My work is always in between worlds. I never have made anything that lands squarely in the domain of the thing. And it is very difficult, but also I'm a creature of curiosity, and I find the things that are there and I build for that. So games people often tell me my games aren't games. Art people definitely tell me that my games aren't art. The comic I made was the first comic I ever made. I didn't know about comics. I just read a bunch of comics and then hoped for the best and started doing it. I think it's hard when you don't fit, and I think games have a specifically difficult problem. I know games have a specifically difficult problem because so many people still don't think games are art or don't think games have value. But I think that when we are curious about the communities around us, like I can work with an art gallery, I just have to meet them first and understand where they're coming from and find the space between us, the overlapping spaces between us, and their intersections. But that pain is real. Quand un champ artistique n'existe pas encore, la seule chose qui reste à faire, c'est de le créer. Les personnes qui font ça le font généralement sans aucune ambition financière, pour l'amour de l'art, parfois avec des projets qui ne pourraient même pas être commercialisés parce qu'ils sont des détournements d'objets qui, eux, sont commerciaux. Ces pratiques non commerciales et non orthodoxes, dans le monde créatif, c'est le sel de la terre. C'est le travail invisible et jamais récompensé qui alimente tous les autres. Et l'un des rares endroits où on le célèbre avec une approche un peu internationale, c'est Amaze. I think zine culture is really cool because like it is really hard to make that super mainstream and super commercial. This space where it's really hard to act the same way as with games are like, oh, but it's not selling millions. How many reviews does it have on Steam? Like you can't say that about a zine, you know? And these little alternative subcultures, I feel like when you have this cross-pollination happening, it's really beautiful, and you start noticing that the same struggles that apply in these other spaces apply in games too, you know, and you find this kind of solidarity and strength when, you know, you cross these paths.
I think, and that's what makes Maze wonderful. It's like, I think it sort of explicitly is anti-money in games. That doesn't mean it's like, you can't talk about money in games here, but there is a certain like base assumption of, this might not be healthy for games. This growing, this bloating, this more money, more risk, higher investments, bigger teams. Like Maze is just like, you're one person making something really cool and genuine and it's interesting. Cool, yeah, let's celebrate that. And I think we need more of that. For me, that is helpful. For too long, the only way to make a game has been have lots of money and time. And right now we're switching to like, okay, if you can just make a game with the shit that's available out there, that's great. And I think that's where we need to end up. Alors vous allez me dire, très bien, mais tout ça c'est des jeux qui vont être joués par 3 personnes et qui vont jamais toucher le grand public. Peut-être. Mais ça touchera les personnes qui créeront plus tard les jeux du grand public. Les idées nouvelles naissent dans les projets amateurs, expérimentaux, bordéliques, locaux, et se diffusent ensuite à travers les jeux populaires. Le jeu le plus vendu de l'histoire est en grande partie inspiré d'un jeu gratuit qui n'a jamais généré un seul dollar. Et cette histoire en cache 1000 autres. Derrière chaque machine à imprimer des bifetons gérée par une boîte à 10 000 employés, il y a un projet non commercial, des tas de projets non commerciaux, dont le plus grand honneur a été de recevoir le prix du jeu le plus flingué à Amaze en 2009. Et encore une chose, des jeux amateurs, des jeux un peu déglingués, des jeux qui ressemblent à rien d'autre, des jeux qui n'ont au départ aucune vocation commerciale, mais qui pourtant ont un succès planétaire, on en a déjà vu. Il y a 20 ans c'était sur la scène Flash, aujourd'hui c'est sur Roblox, et il est encore tôt pour mesurer quelle sera exactement l'influence des jeux Roblox, mais celle des jeux Flash est déjà bien palpable, y compris à Amaze. Bref, ce qui fait vivre l'industrie du jeu vidéo, aujourd'hui comme hier, et bien moins que demain, c'est cette multitude de personnes qui font des jeux bizarres, plus ou moins finis, commerciaux ou non, qui marchent ou ne marchent pas, mais qui font tous vivre une énorme communauté artistique sans laquelle ce qu'on appelle l'industrie du jeu vidéo ne serait rien du tout. Without us trying to, we've sort of become the cultural glue of the 21st century, right? Like, if kids grow up with games, parents play games, people communicate in games, people socialize in games, like, games define a lot of our world. And you see that in everything. The methods of communication that we have are turning more games, like, everything is gamified, social media is gamified, everything is getting numbers up, being better, like, self-improvement is gamifying, like, your mental well-being. There's so much that's happening that is a game space that I think we're just a little late with realizing that we're kind of a big deal. Au début de cette vidéo, j'ai dit que l'état actuel du monde me donnait envie de ne plus jamais penser aux jeux vidéo. Mais je crois que ce serait trop facile. Pour le meilleur et pour le pire, le jeu vidéo a un rôle à jouer là-dedans. Et actuellement, c'est quand même vachement pour le pire. Alors c'est peut-être le moment d'essayer de se reprendre en main et de faire mieux. Faisons un rapide bilan. Le Gamergate a joué un rôle crucial dans la montée de l'extrême droite à l'international. Nous, on se tape un Jordan Bardella qui zonait sur le 18-25, mais c'est partout pareil. Selon une étude de l'ONU, seuls 14% des joueurs en ligne ont déclaré n'avoir jamais été témoins de discours racistes en jeu, 18% pour les discours misogynes. Globalement, les jeux ont mis en avant et continuent de mettre en avant des narratifs qui justifient des guerres et des invasions. Ils ont aussi participé à la déshumanisation des populations arabes, et c'est cette déshumanisation qui permet aujourd'hui l'assassinat de 200 000 Palestiniens, avec l'aval et même les félicitations des pays de l'Ouest. La gamification est utilisée massivement par les entreprises pour modifier nos comportements et nous faire accepter des conditions de vie, de travail, de consommation et même des idées qu'on n'accepterait pas autrement. Dans leur grande majorité, les systèmes de jeu sont conçus pour nous donner un plaisir immédiat, mécanique. Mais comment font-ils ? Eh bien, ils nous font faire ce pour quoi on a été éduqués. Travailler, optimiser, spéculer. Et pour nous faire plaisir, ils nous font croire que ça marche. Généralement, ces jeux font passer l'ultralibéralisme pour un système naturel. En nous montrant un monde qui fonctionne de manière rationnelle et récompense seulement les meilleurs,
Il nous convainc que la méritocratie existe bel et bien, et que ceux qui n'ont rien ne méritent pas plus. On a beau lire tous les jours des chiffres qui indiquent que c'est faux, il est beaucoup plus confortable de croire que c'est vrai. Et plus on jouera à des wholesome cozy games d'exploitation et d'optimisation, plus on en sera convaincu. La notion même de flow, qu'on a depuis longtemps érigée en principe souverain du game design, en état suprême que chaque jeu, chaque expérience se doit de provoquer, a été imaginée au départ comme un moyen de rendre les ouvriers d'usine plus dociles, en les rendant accros à un travail qu'ils détestent. Les jeux vidéo ont un énorme pouvoir de persuasion, d'autant plus efficace qu'il n'est pas explicite. Jamais on ne va changer d'idée politique parce qu'un jeu nous a dit avec une jolie cutscene que telle chose était mauvaise ou non. Ça n'arrive pas. Par contre, on peut intégrer des idées et des fonctionnements parce qu'un jeu nous a appris, par expérience, qu'ils étaient justes. Ou parce que cette expérience, qui était si plaisante, s'est construite sur certains présupposés présentés comme évidents. Un jeu, c'est toujours une interprétation du monde. Si on est séduit par cette interprétation, si on s'y plonge longtemps, si on s'y habitue, comment ne pas en intégrer au moins certains éléments ? Games are embodied, they're existential, you live them. And of course, like, we've had these arguments about literature, you know, like the literature is in the reader, but like games, because of the spirit of playfulness that we talked about earlier, they're even more alive. Like, they come so much to life through us, the players. When I've been traveling with this comic, I've gone so many places, and I often do a workshop and a talk. And in the workshop, I ask people, what was the first time you were ever paid for your work? And I also ask people, what is an early memory of play? What is a game that you played with your friends that you made up or that you created together? And I try and get people into that spirit of remembering play and remembering playfulness and then thinking about work, because play is this, I don't know, I think it's like a magical state where people suddenly become more curious, more open, more receptive, more interested in reshaping things and in a really joyful way. We as artists, you, the creative voices, have to fight for the freedom of making art and culture that connects people and builds fruitful and peaceful relationships. That's why we do Amaze. Amaze is anti-hate, it's anti-war. Seeing in the news the rise of the right-wing parties, Germany, other countries in the EU, the violence about democracy is insane and hurtful to see. An appeal to all of you here: stay underground, create positive chaos with your works, and question the situations in the world. We can still save the world with better games, games that make people think and not just entertain them. C'est légèrement optimiste de dire que les jeux bizarres vont sauver le monde. Mais les jeux sont des systèmes, et les systèmes sont politiques. Et on ne peut pas compter sur les projets commerciaux pour imaginer des systèmes à contre-courant des discours dominants, ultralibéraux et impérialistes. Les nouveaux systèmes, ils émergent toujours de la scène underground pour irriguer ensuite la scène commerciale. Et en sens inverse, l'underground est toujours là pour détourner les systèmes délétères développés par la scène commerciale et les subvertir. À Amaze, j'ai testé une expérience VR qui est passée inaperçue dans le milieu du JV, alors qu'elle a fait le tour du monde dans celui de l'animation et a reçu des prix sur tous les continents. From the Main Square, c'est l'exact inverse des systèmes qui nous flattent et nous récompensent pour nous donner notre dose d'endorphine. Ils limitent nos actions au minimum et nous placent dans une position de spectateur impuissant, condamné à être le témoin de l'engloutissement d'un monde par la violence et par l'horreur. Ce sentiment, c'est exactement celui qu'on ressent aujourd'hui en voyant notre monde s'étioler. Mais From the Main Square m'a fait comprendre que si j'étais planté là, debout et immobile, dans cette position d'observateur, c'est parce que je m'étais habitué à accepter les règles et le cadre d'une simulation. Que j'acceptais comme naturel les conditions de l'expérience. Rester là, ne rien faire, regarder en silence. From the Main Square est une invitation à ne plus accepter ces règles et à quitter cette position d'observateur. C'est pour moi un exemple très fort des différentes manières dont on peut utiliser les jeux. L'une est confortable et lénifiante, elle nous offre le luxe de ne plus avoir à penser aux règles,
L'autre est expérimentale, subversive, elle nous force à remettre en question chaque règle et à la réinventer. En devenant une industrie, le jeu vidéo est devenu un moyen d'entériner des règles dominantes, de renforcer des présupposés, d'imposer des sujets qui doivent être le cœur de tout récit digne de ce nom. En se standardisant, il a cloisonné nos imaginaires. On sait que dans une arène, on doit tuer tout le monde. On sait que dans un monde ouvert, on doit épuiser tout le contenu. On sait que toutes les ressources doivent être exploitées et tous les processus optimisés. On sait qu'une bonne histoire ne peut reposer que sur un conflit, et que la seule chose qui puisse donner un vrai sens à l'existence d'une personne ou à celle d'un peuple, c'est une bonne vieille guerre. J'ai bossé sur 4 jeux commerciaux pour l'instant, et 2 d'entre eux ont War dans le titre. Quand est-ce qu'on se rend compte que c'est ridicule en fait ? Même si votre jeu montre la guerre la plus abominable, la plus pitoyable, la plus horrifiante, il la montre. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que ce qui est abominable, pitoyable, horrifiant, c'est ce qui est intéressant. C'est ce qu'on a envie de voir. C'est ce qu'on a envie de vivre. Ce qu'on met en fiction, on l'esthétise, on le rend beau. En fiction, même le dégoût est beau. Les gens qui ont vécu la guerre ne sont pas nostalgiques de la guerre. Mais parmi ceux qui n'en connaissent que la fiction, il y en a qui se révolteront d'en avoir été privés, qui auront honte de n'avoir pas connu cette noble aventure. On aimerait que nos vies ressemblent aux fictions, parce qu'on aimerait que nos vies soient intéressantes. On a 2 grands types de jeux qui couvrent la grande majorité de toutes les ventes. Le conflit et le travail. Les jeux qui nous apprennent qu'une belle histoire c'est un conflit, et ceux qui nous apprennent qu'un beau système, ça crée de la valeur. Nos jeux ne ressemblent même pas à nos cauchemars, ce serait trop intéressant. Ils ressemblent au réel le plus chiant, le plus dégradant, le plus misérable qu'on puisse imaginer pour nous-mêmes. Ils sont le réel sans l'humanité et sans l'imprévu. Ils sont le moyen de vider le réel de tout ce qu'il pouvait avoir de ludique. Le jeu est censé être l'inverse de ça. Il devrait être un moyen de tout remettre en question et de tout réimaginer. Parce que c'est ça qui est amusant en fait. Les simulateurs de travail, ce n'est pas amusant. C'est gratifiant. C'est anesthésiant. Ça ne procure pas de joie, ça étouffe de la douleur. Et certes, on a de la douleur à étouffer, mais je pense qu'on peut prétendre à mieux. Work can be any way we want it to be. That's my opinion. We're game designers. We're designers of worlds. I don't understand why we stick with a system that isn't working for us. I started this project. If you don't like the game, change the rules. There's a free comic. There's a white paper also, but you can't have these because I only have 2, but you can read them if you want. About mostly Canadian, but I talked to people around the world about labor. I talked to game developers, co-op experts, union experts, and I asked them, what's going on? Are there interesting game co-ops? Are there interesting game unions? Are there people doing interesting work? And why can't we design a world that we'd want to live in? Notre boulot, notre responsabilité en tant que créateurs et créatrices de monde, serait d'offrir des alternatives à ce qu'on nous présente comme des lois naturelles et inévitables. Ce serait de montrer comment on peut les subvertir pour bâtir d'autres systèmes qui fonctionnent. L'activité de jeu, en elle-même, est une subversion. Jouer, c'est basiquement faire grève. C'est prendre sur le temps qu'on pourrait dédier à faire tourner le système pour décider d'aller en faire tourner un autre, fictif, à la place. Mettre tous nos efforts dans quelque chose qu'on a choisi d'imaginer et qui, dans la plupart des cas, ne va enrichir personne. I recently decided to commit to the idea of nothing. Doing nothing is of course a form of resistance also. Je ne veux pas travailler doing nothing. It's an activity also because you cannot do nothing. Pendant qu'on ne fait rien, il peut nous arriver énormément de choses. On peut vivre énormément de choses. En jouant, je peux avoir l'impression de ne rien faire personnellement, mais c'est parce que je suis occupé à me projeter dans l'expérience d'un autre. Dans celle d'un personnage peut-être, dans celle de la personne qui a créé le jeu, souvent, et dans celle d'un autre, indéfini, que mon imagination est en train de faire vivre. Le jeu est presque toujours un exercice d'empathie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il peut avoir un grand pouvoir politique. For me, the important thing is to keep the political messages alive, like discussing war and poverty and all that. But I think the way it's done changed because like early 2000s was very Rage Against the Machine, System of a Down, and a little bit of an edgelord context to political activism, you know? And now I feel like there's this sense of empathy that we have today where, you know,
care about people hurt. So I think for me, exploring empathy is a really important part of it. Bref, faire exister un monde, c'est une arme prodigieuse. Elle peut nous projeter dans l'expérience d'autres personnes, dans d'autres mondes, dans un futur probable, dans un présent méconnu ou dans un passé ignoré. Elle peut créer des réalités ou révéler celles qui existent déjà mais qu'on n'arrive pas à percevoir. Ça, ce n'est pas le propre du jeu vidéo. C'est celui de l'art dans son ensemble. This is a project called Unresolved, and it was about a list of racially motivated unresolved murders. And the series consisted of a web interactive, an installation, a podcast, and a film. And it allowed the audience different ways to enter and focus on different stories, because I had to find a way to design an experience that allowed people to kind of digest all 162 cases. There was a moment that really hit me emotionally, which we were premiering the exhibition in New York, and there was a father and his son, and their grandfather had been murdered and his case was still unresolved. And I realized they were taking photos with the name of the grandfather on one of the parts of the sculpture. And they said, "Oh, this is the first photo of the three of us." And I was just, I don't know, at that moment, I think I realized that it wasn't just about telling the story, but I was given an incredible opportunity to be able to memorialize and for a brief moment, link together these three generations and create a space for conversation. J'ai été bouleversé par cette histoire, par cette relation réelle dont cette famille a été privée, mais qui n'a pu finalement se réaliser que dans l'art. C'est ce genre de magie qu'on a entre les mains. Et on peut en faire autre chose qu'une machine à faire cliquer les gens. Mais faire cliquer, ça rapporte. Rassembler des familles, beaucoup moins. Alors comment faire ? We're watching the industry right now. Microsoft shut down a number of studios just yesterday. And I'm watching the whole sort of malaise in the industry. And there's no reason for it, right? There's no economical hard reason for this. Games are performing well, studios are performing well. We're not talking about companies with massive deficits or it just growth wasn't as growing as expected, and the best way to offset that is just to lower costs, and that way you still get a number that looks kind of nice on your report. I'm also kind of disappointed in what publishing has become. Not that there aren't good, they just have a motivation to pick more safe picks because they need to make a return on their investment. And so here you had the system which could have been really an innovative way to disrupt typical business, where it's okay, you can actually get paid up front to do the work of your game and not have to sell your house. That could potentially be a really amazing way to see more creative work and where the creators are getting paid to make it. But unfortunately, it just kind of didn't become that. The whole thing has sort of shifted from being a mutually beneficial thing to really not, right? And I work with publishers all the time. I think there's absolute advantages to how it works now versus how it worked back then. But I'm also those advantages are smaller and smaller by the day, I feel, especially now that there's a bit of pressure on the whole ecosystem. What Flan is saying, they're being defensive, they're being careful, there's not an interesting curation happening, they're not using their brand to support. Budget is too high. That's, especially right now, we hear that a lot. We all know that indie games are hard to make. Le problème, c'est très amusant à faire, mais c'est beaucoup d'énergie et au final, on gagne peu d'argent. Je réfléchis notamment à me prendre un job à mi-temps, qui serait sûrement la meilleure solution plutôt que d'attendre les bonnes missions qui tombent au bon moment et qui arrivent peu. Donc en fait, la réponse, c'est que je m'en sors pas vraiment bien en ce moment. More money for alternative controllers, please. So far, a lot of it has been kind of the kindness of other people. The majority of my sales on itch have been donation-based. Alternative games that are just weird, they've never really given it a chance if they have to buy it. But there's this space where there's an understanding of the value of it and supporting the artist, so if you like it, you tip it. And I don't know, so far that's kind of
that and also supporting myself with freelance work. So, it's not big money like if I were to make something commercially viable, but I think the alternative of existing off the kindness of others that appreciate your work is more meaningful than being part of this, corporate capitalist machine that's Steam and mainstream storefronts, and that's so hard to navigate to begin with alternative art. I don't even know if you can exist on it if trying to maintain some kind of artistic integrity or alternative message, So in 2022, I started this research. I interviewed and surveyed 88 people with my collaborator, Michael Iantorno, and we made the fictionalized comic. And then I brought the comic to GDC and Taipei and Tokyo and Kyoto, and I talked to people in Mexico City and Vancouver and Halifax, and I've been kind of all over talking to people about work and preaching at no one, just asking people questions about what is work like. I work a lot, and there is pain. I'm not going to lie. I do suffer. I think my experience is not unique. We're all out here kind of just like hustling, trying to figure it out, saying yes to so many things and seeing how it pans out. Yeah, I do suffer. And I'm always looking for a world where I can do just the right amount. Enough to make my heart sing, but not so much that my heart is singing of explosions. Yeah. Je tenais à partager ces témoignages de personnes qui acceptent de vivre avec peu, de galérer, pour faire vivre un écosystème dont on a collectivement besoin. La plupart de ces personnes, parce que ce qu'elles font ne rentre pas dans les cases de l'industrie, doivent survivre grâce à des systèmes qui ne sont pas marchands. En fait, elles font don de leur travail. Et pour qu'elles puissent continuer à le faire, on peut leur faire don d'un peu de thunes. Je voulais parler un peu d'argent parce que pour le moment, on ne peut pas vivre sans. Et dernièrement, dans notre domaine, l'argent est de plus en plus cher, de plus en plus concentré. Il ne va pas aller naturellement alimenter les projets les plus intéressants. Parce qu'on l'a déjà dit, aucune étape du système n'est conçue pour favoriser ce qui est intéressant, juste ou honnête. Alors en attendant qu'on arrive à changer ça, il va falloir aller nous-mêmes faire l'effort de trouver ce qui est intéressant, juste ou honnête, et de le soutenir. Parce que l'algo ne le fera jamais à notre place. Parce que la FOMO oblige tout le monde à se concentrer sur la dernière trend, et que le rythme des trends ne permet pas de s'intéresser à autre chose. Parce que les créateurs et créatrices de contenu dépendent aussi de l'algo et des trends pour subsister, et en sont donc, très souvent, les complices. Pour faire du chiffre, il faut jouer à l'un des 3 jeux qui font du chiffre en ce moment. Il y a plein de personnes géniales qui font l'effort de montrer autre chose, mais ça réduit forcément leur audience, et donc leur capacité à booster les ventes d'un jeu. Leur avis est intéressant, mais il ne suffit pas à sortir un studio de la dèche. C'est une question qui me travaille énormément, la mort de la curation. Ou du moins, la fin de son influence sur les ventes des jeux. Ces dernières années, on a eu beaucoup d'exemples de jeux qui ont eu un très bel accueil dans la presse, des récompenses dans les festivals, qui ont été recommandés par tout le monde, mais font quand même des bides. Même à l'échelle des doubles ou triple A. Récemment, Prince of Persia The Lost Crown a rappelé à Ubisoft ce que ça faisait que de sortir un bon jeu. Ça fait de très belles critiques, 2 semaines de hype, et pas de pognon du tout. Et les exécutifs, à Ubi et partout ailleurs, en ont déjà tiré la leçon qu'il allait falloir recommencer à faire des jeux de merde, trop chers, tous pareils, et avec des NFT dedans. Et il n'y a que nous qui puissions leur donner tort. Je prends le temps de dire tout ça parce que cette année, on a perdu beaucoup d'excellentes structures. En grande partie faute de financement. Et souvent, si les financements ne sont pas venus, c'est parce que les ventes ne sont pas venues. Parmi ces structures, il y a celle qui m'a donné envie de devenir narrative designer, et dont je vous ai déjà longuement parlé dans notre vidéo sur Mutationné. Digout Fabric a disparu, et j'ai un peu de mal à l'accepter. Mais pour me consoler, j'ai été rencontrer Al Maze, un de ses fondateurs. Niels Denneken a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions, et je me suis dit que ce serait un bon moyen de conclure cette vidéo. Parce que Digout Fabric apportait beaucoup des idées dont on a parlé aujourd'hui. Et pour se souvenir que derrière les fermetures de studios et tous les revers qu'on est en train de subir en ce moment, il y a de très beaux bouts de chemin qui ont été faits, et des axes tracés pour l'avenir. We were a remote team, so everyone was kind of working from home. We had a very close
conversation within the art department. The core of it was Angus Dick and me. Rosanna Bahn did those beautiful panels. Emma did like really amazing animations, and we had like a shader person, Rania, do really amazing work. We had a writer's room, so that was a team by itself. So we had these team meetings, like the story art meetings that were regular, facilitated by Char Putney, who did a lot of the narrative design work and structure. We had a representative from the writer's room, Chana Jackson. You need that close working together with the narrative and the art department, because it's like, for me, it's two sides of the same coin. You know, like the art is, telling so much about the world and story. So you need a lot of coordination through that. But it was, in terms of being a large team and working remotely, we had a really strict organization. The game art was held pretty abstract. And that allowed us to create a lot of different places. There's like 15 different islands. To be able to make that, you need to keep your art style pretty abstract, because when you add a lot of details, then that creates a lot of work. And instead of making a super hyper detailed world, what we want to do is use this abstract style and make it more graphical and print-like. And that allowed us to reduce our color palette for each location and say, okay, we want to have as few colors as possible, but also change those colors and do that in a really bespoke way. So we actually switched out the colors during the different times of day. It's not just a shader that says, okay, we make the colors more bluish. We actually switch them out one by one. Because we held the art style like that abstract, this allowed us to in the polish phase, to put in all the work with working with the colors. So this is actually one of the things I'm really, really happy about how it turned out. I remember working on Mutazione, where we were really scrambling to get the game done in a state that we were happy with, but there wasn't that time. It was not so much referencing other games, it was more looking at illustrators, comic artists and stuff like that. Illustrators who did risoprint and screen print, layering colors over each other, having abstract facial expressions, everything that allowed us to tell the character through as few details as possible. One thing I do in my free time is, when I have a bit of time, I do mixtapes. That kind of inspires me to work on projects again. When I have new ideas, I often start out with making a playlist which I turn into a mixtape, which then feeds back into my work. I go out in the woods to, pick mushrooms. Definitely a lot of my inspiration doesn't come from games. Actually, it seldomly does. What I'm interested in with games is obviously like the mechanical part of it, and that's super interesting. But it's in terms of artwork, I think it's important to look at other stuff and not be too much within that kind of bubble. Yeah. I've attended a talk that was organized by Spilbar in Denmark, where they invited other studios who had calculated their climate impact. I think that was interesting as a reference. That was around the same time where we did ours. What I was actually surprised with that, I felt that the calculation of climate impact didn't go far enough. That is, the energy use of, certain AI tools, of, just a Google search. So I think you could go more into details with your observations and with the research of that. So I think there's still some improvement that can be done on that front. The danger is always that this, gets used as a marketing tool, and, we want to get a green profile, and then, I think if you want to be seriously, let's, continue those conversations and improve those kinds of measurements and the quality of the research. Yeah, it's always present in a lot of the work I do.
when I create a place, it always needs to be credible, like in terms of the way that people settle into the place, but also in terms of biosphere. Obviously, that was a main focus for me on Mutazione because it was so much about like the nature and the mutations within that, and the whole place was built around a tree. And for Salty, that is much more hinted at and spread out. Each island has some kind of special, plant life and ecology. You might find some details about like the politics of, agriculture and stuff like that. For example, in Malton, you see like all the machinery from like industrial agriculture buried, beneath the sea, and that is telling its own story about the history of the place and stuff like that. So you can kind of get into that, but it's also done in a pretty playful way. These two games also have community as a key element and motive, and it seems that the organization of Die Gute Fabrik was also very much about community, but I think it's something that's hard to achieve. Make sure there's not one person yielding power over the others. How did you manage that? Yeah. With Die Gute Fabrik? I think that's one of the things that you should ask Hannah about, because I'm probably not the person to kind of delve into that. So she was the CEO at that point, and she was kind of we gave her carte blanche to kind of shape the studio, and so I don't think it's my place to kind of take credit for that. So yeah. Le fait que Niels se sente pas légitime pour répondre à cette question était pour moi une réponse parfaite. Les personnes qui ont fondé Die Gute Fabrik n'ont jamais essayé d'exercer un pouvoir dessus. Je pense que ça fait partie des raisons qui ont permis à un tas de personnes de s'épanouir dans cette structure pendant 16 ans. C'est pas encore une coopérative, mais c'était déjà une très belle étape. J'ai pas eu la chance de demander son avis sur le sujet à Nanny Klin. Il faudra attendre une prochaine édition de Maze. Nice, people coming in slowly. Yes, it's a different mood in the morning. Yeah. People are still hungover from yesterday, so it's quiet. So. Yeah, I'm Thorsten S. Wiedemann. I'm the artistic director of a Maze Festival. It's a festival about art house games and playful media. I made my nails in a Maze theme, and this is not what the Hyper Talk is about. I'm just extremely proud of them. Yeah, so I came last year, absolutely loved it. When people come up to me and be like, they can just see like the enthusiasm shining out of me for being here. C'est ma 4e fois à Maze et je suis venu la première fois c'était 2016. I was a jury finalist for Tetrageddon, and then Everything is Going to Be Okay won, and I never made it out here. And the one time where I was going to make it out, then COVID happened, and then I never made it. So this is my first one, and I'm really happy to be here. Je suis venu au Maze Festival pour rencontrer du monde. Je suis venu tout seul pendant une semaine, sorti de ma cuisine, parce que je bosse en ce moment tout seul dans ma cuisine. Et l'objectif, c'était aussi de sortir un peu de ma zone de confort en termes de jeu, de gameplay, même d'expérience, de découvrir des choses auxquelles je ne suis pas habitué, et je ne suis pas déçu. Il y a une énergie de dingue, il y a plein de gens super ouverts avec qui on peut briser la glace en quelques mots. Et ouais, ça s'annonce très très cool. Yeah, I think a maze brings people together in an interesting way. There's a lot of curiosity and kindness here.
Well, I mean, you know, spaces like the one that we're in right now, I think are very special. And also just like, yeah, I think that the broadening of the audience of people who play games is very exciting to me, as much as like the old guard of gamers wants to resist that. I don't think there's anything that they can effectively do to stop the fact that like games are eventually just going to be something that everyone plays, the way that everyone watches movies and reads books. And that's really exciting to me, because I also think that means that more different types of games have the opportunity to be popular. Il n'y a pas finalement beaucoup d'images de Amaze. On n'a pas encore vu énormément de captations de cet événement. On n'a pas vraiment eu l'occasion de pouvoir nous-mêmes, de loin, pouvoir comprendre en quoi ça consistait. So Amaze is kind of two things, right? It's a game show. It's a games exhibition that shows off a very specific curation of games that is more artistic, it's more creative, it's more cultural. And then the other thing is, I think Amaze is fairly openly a political event. Like it has a statement. It says games that are different from what is necessarily commercially viable should exist and should have a method or a path towards success, whatever success might look like. Yeah, I mean, just search for the games, you know, because there are so many great games out there, especially when you go on the website of Amaze and see and play, because they're all must-plays basically. And from there you can go deeper and deeper. So there's so much to play. Like, there's so much to read, there's so many good movies, but there are also very good games out there, which are beyond entertainment. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé d'idées et de personnes, parce que je voulais assembler les témoignages de toutes ces rencontres pour dessiner un tableau général, une interprétation de l'état actuel des jeux alternatifs. Mais pour terminer, j'aimerais évoquer les jeux. Chacun des jeux présentés à Amaze aurait largement mérité sa propre vidéo. On a parlé de Blue Suburbia, de Salt Sea Chronicles, de Crashboard, d'Asterism, de From the Main Square, de The Wandering, d'I Wanna Be a Tree, d'Hyper Wobbler, de Waxwing, de Between, de Glow Golf, de Non-Virtual Reality Games. Mais il faudrait encore évoquer Temporal World, Grun, Hawk and Puma, Ahanar, No Case Should Remain Unsolved, Ecostasis, Perfect World, OFK, Miniatures, Phoenix Springs, Neurocracy, Mortalities, et des dizaines d'autres. Les jeux sont là. Ils sont plus créatifs que jamais. Il faut juste qu'on leur donne leur chance d'exister. Et Amaze est l'une des meilleures solutions pour ça actuellement. Je pense que j'ai plus besoin de vous convaincre de l'intérêt de cet event et de ce qu'il défend. Ce qui me reste à dire, c'est que cette vidéo interminable, je l'ai assemblée en étant juste un random qui se promène dans le festival. J'ai raté la moitié des conférences, j'ai raté tous les workshops, j'ai raté le concert de Fantasia Malware, j'ai interviewé une très petite sélection de personnes, pas forcément les stars, juste les personnes à qui je savais quoi demander, et celles qui étaient suffisamment à l'aise pour me confier leur image. Si vous jetez un œil à la chaîne de la Pléiade, vous verrez d'ailleurs qu'ils en ont fait plein d'autres. Bref, ma promesse, c'est que vous verrez beaucoup plus de choses en y allant vous-même, ou en allant à d'autres festivals alternatifs dans la même veine. Si comme moi, vous avez tendance à perdre espoir, vous en avez besoin. En attendant, on a bien guessé ensemble. Merci d'être restés. Mais qu'est-ce qui nous reste de tout ça ? L'industrie du jeu vidéo est gravement malade. Pourquoi les jeux bizarres sont-ils l'antidote qui va sauver le gaming ? Nos éditeurs sont en train de se rendre compte que faire des jeux coûte trop d'argent, mais vous savez ce qui coûte moins cher ? Les jeux bizarres. Même les gens qui sont nés en 2010 sont nostalgiques de l'époque PS2. C'était pourtant pas si bien que ça, mais au moins les jeux coûtaient moins cher à faire, alors on pouvait se permettre d'en financer des bizarres, et le pire, c'est que ça marchait. Pour ne plus être obligé d'obéir aux caprices d'exécutifs qui se font jamais virer même quand ils enchaînent les procès pour agression sexuelle, les gens vont devoir monter des coopératives. Mais les coopératives, comme tous les systèmes un minimum éthiques, ne peuvent pas dépasser une échelle réduite sans se trahir. Et qu'est-ce qu'une structure à taille humaine fait beaucoup mieux qu'une structure gigantesque ? Des jeux bizarres. On se fait chier. Tous nos jeux se ressemblent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas assez bizarres. Aujourd'hui, le rythme auquel l'industrie du jeu vidéo nous demande d'acheter de nouvelles machines faites avec de nouvelles ressources et dont la puissance va consommer davantage d'énergie, je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais ça ne va pas pouvoir continuer. Soit le jeu vidéo trouve des moyens de survivre avec moins de ressources, soit il va tout simplement disparaître. Et vous savez ce qui utilise moins de ressources ? Les jeux bizarres. Le jour où Adobe a mis fin à Flash, des dizaines de milliers de jeux ont disparu.
La même chose va se produire avec Unity, avec Steam, avec le support online des consoles. Tout un domaine créatif ne peut pas dépendre de 3 boîtes. Il faut se diversifier, faire vivre d'autres outils, d'autres environnements, qui appartiennent aux gens qui les utilisent et qui donc ne disparaîtront que quand tout le monde s'en foutra. Il y a des gens aujourd'hui qui font vivre des serveurs amateurs de jeux en ligne depuis 1996. Qui fait ça, me demanderez-vous? Mais la réponse, vous la connaissez, ce sont les énergumènes qui font et qui jouent à des jeux bizarres. Actuellement, il y a beaucoup de pays où développer, ou même acheter des jeux est quasiment impossible. Pas d'accès à Steam, pas d'accès au PlayStation Network, pas d'accès à des machines puissantes, pas d'invitation au club des gamers où on décide comment faire des jeux pas bizarres. Mais alors qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? On fait des jeux bizarres. La majorité des humains ne sont pas des gamers et cela vous choquera peut-être, mais ils ne comprennent pas ce qu'on fait et ils ont raison. Nos jeux sont faits pour des gens qui ont grandi avec une manette dans les mains. Vous savez quels jeux mettent les gamers et les casus sur un pied d'égalité parce que ni les uns ni les autres ne les comprennent et que c'est le but? Les jeux bizarres. Vous savez qui est très doué pour faire des jeux bizarres? Les casus. 3 milliards de gamers sur Terre, 5 milliards de casus, laissez tomber, ils sont déjà plus forts que nous. Parmi ces 5 milliards de casus, il y en a qui pratiquent d'anciennes arcanes artistiques telles que le cinéma d'animation ou la poterie. Certaines de ces techniques secrètes sont vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années. Si on accepte de parler à ces gens, ils pourront partager avec nous quelques-unes des choses que l'éternité leur a apprises. Pour cela, il faut qu'on arrête de croire qu'en 50 ans d'histoire, on a déjà trouvé toutes les réponses. On en a trouvé beaucoup, certes, mais on les a toujours trouvées grâce aux jeux bizarres, et ce n'est pas prêt de changer. On vit dans un monde politiquement déglingué dans lequel absolument tout est catastrophique, mais on n'a même plus l'imagination pour en envisager un autre. Mais vous savez quel est le plus grand laboratoire pour la création d'autres mondes? Et pour l'apprentissage de la coopération? Une seule réponse, et il faudra vous en souvenir, ce sont les jeux bizarres. I think everything is going fine. I think everything's fine. Yes. No. We're full of anger, but also energy. Spiritually, maybe we're tired already. But It's very, okay, I want to say I do get angry sometimes, but for me, the labor fight is joyful. it makes me happy to tackle this rage. Yeah. Put it like that. Yeah. My next reason is just that the world is beautiful. It's full of amazing objects and textures. Anything that you can take a photo of, you can put in your game. Does anybody in Virgins know how to beatbox? Does anybody in the audience not know how to beatbox but wants to try? We are on top of a bit of a wave right now. Like, I really believe that people are ready to work differently, you know? And it wouldn't surprise me if actually just people making as many co-ops as possible will lead to like a really big change in all of this stuff. So there's not like, I feel like there's something happening that goes beyond just like, we're making a co-op, you know, like there's something coalescing and coming together. Sometimes I have been in the trenches. Sometimes the planet Earth is not feeling well. Sometimes traumatic things happen. For much of my life, things did not work out for me. And then I decided to make a little game. And when things got better, I decided I owe it to the old version of myself to enjoy the life I've been given properly, because it is so rare to be in this position. It's not helpful or inspiring, but it is what happened. And I'm talking about it because I don't have anything else to talk about. I will do my best to pay it forward forever. And that's my talk.